Suite de la grande saga consacrée à la remise en route d'un CAS 580F, après le démarreur, l'alternateur, le solénoïde de débrayage, on s'intéresse cette semaine aux jauges. Alors autant vous prévenir, c'est un épisode où ça chauffe. Ça chauffe horizontalement, ça chauffe verticalement, ça chauffe de toutes les manières possibles, et la température n'en finit pas de monter. Alors âme sensible, restez loin de cet épisode sulfureux. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you want. Alors ça c'est la sonde de température d'eau. Je vais la tester. Donc là je vais tester la résistance. Donc normalement là aussi c'est une résistance variable qui varie en fonction de la température. Et là j'ai une résistance infinie. Ce qui n'est pas vraiment ce que j'attends. Donc je vais essayer de la démonter, voir comment elle se présente. J'espère que je ne vais pas vider tout le circuit de refroidissement. Bon, il faudra être plus convaincant. Donc voilà la sonde de température d'eau. Donc je pense que ça prend sa masse là sur le voltage. Et que l'autre borne c'est ici. Et donc normalement on devrait avoir une résistance finie. Là il y a vraiment résistance infinie. Bon, je vais quand même essayer de la mettre dans l'eau chaude pour voir, mais j'ai peu d'espoir que ça fonctionne. Bon, j'ai plongé la sonde dans l'eau bouillante. Et non, ça ne change rien. Alors j'ai reçu ma sonde de température de chez Agriline. Vous avez les références si ça vous intéresse. Alors ce que j'aimerais bien faire, c'est la tester. Comme normalement c'est une résistance qui varie en fonction de la température. J'ai envie de prendre la résistance là à froid, enfin à température ambiante. Puis après le chauffer pour voir si la résistance varie bien. Allez, température ambiante. Là, il doit faire, je sais pas, 18, 17, quelque chose comme ça. Donc, je prends sur la borne et sur le filetage. Parce que je pense que la masse se fait sur le filetage. Et donc là, on a 3,4 kOhm. Chaud. Ah, 2 kOhm. Ça diminue. 1,6, 1,5, 1,4, 1,3. Intéressant. On va arrêter ça. Bon, je sais pas exactement à quelle température on est là. Ouais, là on a 0,8 kOhm. Donc oui, ça varie bien en fonction de la température. Ce premier test effectué, je souhaite en faire un deuxième en branchant la sonde sur le combiné d'instruments. Mais avant cela, je change l'interrupteur de test des témoins de filtre à air hydraulique bouché, qui ne fonctionnait plus. Bon, j'ai remplacé l'interrupteur qui est là et qui permet de tester les lampes du tableau de bord. Donc je l'ai remplacé par un interrupteur comme ça, que j'ai trouvé sur internet. Donc il a exactement le bon diamètre pour entrer là, donc ça c'est parfait. Par contre, il
il a des pattes toutes petites qui ne sont pas compatibles avec ces grosses connexions là. Donc j'ai soudé des pattes plus grosses. Bon, il faudra que je les torde un petit peu parce que même là, elles sont un petit peu petites par rapport au connecteur, donc je vais arranger ça. Pour vous y retrouver, je précise que l'interrupteur est noté CC sur le schéma électrique et les deux diodes que vous voyez sont notées MM et LL. Allez, je mets le contact. Ok, donc on a le voyant d'huile moteur et d'alternateur allumé, ce qui est normal. On a notre voltmètre qui fonctionne, ok. Et là je vais tester mon nouveau petit bouton de test des lampes de filtre hydro et air bouché. Donc si j'appuie, ok, j'ai bien mes deux voyants qui s'allument. Ok, donc jusque là tout va bien. Bon, mon dispositif pour tester la sonde de température. Donc j'ai fait une rallonge pour pouvoir allonger le câble qui vient se prendre sur la borne de la sonde pour pouvoir la mettre dans la cabine. J'ai un câble de masse donc qui est connecté sur la masse de la batterie et qui vient se mettre sur le filetage de la sonde. J'ai mon contact Mi, j'ai mon combiné d'instruments qui fonctionne. Donc vous voyez le niveau de température là, on est entre le jaune et le vert. Et j'ai mon sèche-cheveux amélioré qui est prêt à entrer en action. On va voir ce que ça donne. Allez. Allez, allez. Ah, ça bouge. Ouais. Super. Bon, allez, on arrête là. On regarde à quelle température on est. On est à 80 degrés, ouais. Bon, ça n'a pas l'air mal, hein. On a l'air d'être dans les clous. Bon, bah c'est super. Bon, je pense qu'il y a un bain d'huile ou quelque chose comme ça qui empêche l'aiguille de trembloter et de varier brusquement. Parce que là, j'ai coupé le contact et j'ai même débranché la sonde. Donc je suis sûr qu'il n'y a plus aucun
courant qui passe, et pourtant l'aiguille reste dans le verre. Alors elle descend, hein, mais très très lentement. Alors c'est très bien parce que d'une part ça veut dire que ce galvanomètre fonctionne, et donc s'il y en a un qui fonctionne, peut-être que les autres fonctionnent aussi. Enfin en tout cas le voltmètre fonctionne, ça j'en suis sûr. Donc celui-là fonctionne. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça valide certaines hypothèses que j'avais sur les galvanomètres. Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Donc là, je pense que j'ai mieux compris. En fait, le galvanomètre applique une tension de 12 volts aux bandes de la sonde. La sonde, elle, offre une résistance. Et donc le galvanomètre reçoit un courant qui est proportionnel à la résistance. Évidemment avec la fameuse loi U égale RI. Et donc en fait ce que fait le galvanomètre, c'est juste mesurer le courant qui passe, parce que le courant qui passe crée un champ magnétique qui déplace l'aiguille en fait, à l'aide de, j'imagine, une bobine. Voilà, donc je suis très content d'avoir validé cet ensemble de choses, et maintenant je vais pouvoir monter ma sonde sur le tracto en toute confiance. Et voilà, on a retrouvé une sonde de température fonctionnelle. Le capteur de pression d'huile se trouve sur le côté gauche du moteur. C'est un simple interrupteur qui s'ouvre quand la pression d'huile atteint un certain niveau. Ainsi, le voyant d'huile moteur s'allume lorsqu'on met le contact et s'éteint lorsque la pression atteint un niveau correct. La pièce n'étant pas chère, je décide de la remplacer directement. Alors ça, c'est la sonde de pression d'huile, enfin plus précisément le switch de pression d'huile. C'est-à-dire, si je me souviens bien, il se met à la masse quand la pression d'huile n'est pas suffisante. Et dès qu'on atteint la pression d'huile suffisante, je ne sais plus exactement quelle est la valeur. Ça doit être quelque chose comme 3 bars si ça marche comme le Zetor. Eh bien, il interrompt le circuit, donc on n'est plus à la masse, et donc la lampe témoin de manque de pression d'huile s'éteint. Donc on va tester ça. Donc là, on est en circuit fermé, c'est-à-dire il y a contact, parce que là, on est à pression atmosphérique. Donc, si j'appuie sur le capteur avec la petite tige métallique, là, vous voyez, on arrive à 38 mégaohms. Ouais, 40 mégaohms. Donc, 40 mégaohms avec 12 volts. 12 volts divisé par 40 mégaohms, ça doit faire une intensité très très faible qui ne permet pas d'allumer la lampe. Donc a priori ça a l'air de fonctionner. Bon, tester la sonde de pression d'huile, ça devrait être plus simple. Donc je mets le contact. Ah. Alors là j'ai pas de voyant de pression d'huile. Ça c'est amusant alors. Bah oui, blaireau. Si tu ne mets pas la masse, ça va pas marcher. Voilà. Ah, très bien. Donc j'ai mon voyant, je vous prends, j'ai mon voyant de pression d'huile allumé. C'est normal, il n'y a aucune pression d'huile. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le capteur de la sonde et voir si j'arrive à éteindre ce voyant. J'espère que je n'ai rien cassé.
Bon, j'ai trouvé un cure-dent, ça devrait aller mieux. Ouais, ok. Je vais avoir du mal à vous montrer, je vais essayer quand même. Donc je vais appuyer la pince avec le cure-dent contre le châssis là, pour faire une pression. Voilà, vous voyez? Génial, non? Super. Bon, switch de pression d'huile. Je pensais devoir batailler, mais en fait, il vient à la main. Donc, plutôt bonne nouvelle. Ancien switch, nouveau switch. Sur le diamètre, ça a l'air identique. Par contre, j'ai l'impression que lui, il a un filetage droit. Alors que lui, il a un filetage conique. Donc, je sais pas. Alors, l'autre truc surprenant, c'est qu'il y a marqué 60-90 kPa dessus. Ce qui voudrait dire 0,6-0,9 bar. Ce qui est quand même un peu faible. Dans un forum, j'ai trouvé que le moteur fonctionnait à 40 PSI, ce qui donnerait 2,7 bars. Ce qui me semble assez cohérent, parce que je crois que sur le Zetor, c'est 3 bars. Voilà, donc là encore, mystère. Bon, je vais essayer de nettoyer un peu la portée, parce que c'est... Ils ont mis une espèce de peinture là, c'est vraiment étrange. J'ai pas réussi à le visser jusqu'au bout. J'ai pas envie de forcer trop, j'ai peur de casser quelque chose. Bon, comme c'est un filetage conique, normalement il n'y a pas besoin de joint ou de quoi que ce soit pour faire l'étanchéité. Bon, de toute façon je surveillerai, je verrai si ça fuit ou pas. De toute façon il n'est pas impossible que je le remplace à terme par un vrai manomètre de pression d'huile. Donc je vais laisser ça comme ça pour l'instant, je vais le connecter et puis je verrai bien ce que ça fait. Après des heures de recherche, je n'ai pas trouvé d'informations précises sur le filetage du trou du capteur de pression d'huile. Ma théorie la plus récente est qu'il s'agit d'un trou M10 en pas 1 et que le capteur a un filetage conique 1/8 NPT. Le filetage conique entrant dans un trou droit permettrait de faire l'étanchéité sans avoir besoin de joint. Je vérifierai bientôt cette théorie lors de l'ajout d'un manomètre de pression d'huile. Bien sûr, si vous êtes intéressé par cette opération, n'oubliez pas de vous abonner. Bon, sonde de température d'huile de transmission qui est là sur la boîte de vitesse. Donc vous voyez, j'ai mis ma pince crocodile pour tester la continuité avec la broche 11 du combiné d'instruments. Donc ça c'est bon, ça fonctionne, il y a bien une continuité, donc le câble n'est pas cassé. Par contre, même problème que pour la sonde de température d'eau. Si je mesure la résistance de ce truc-là, j'obtiens une résistance infinie. Donc a priori, cette sonde-là est morte aussi. Donc je ne vais pas démonter ça aujourd'hui parce que j'ai pas envie de vider le tracto de son huile de transmission, enfin tout au moins pas aujourd'hui. Donc je vais commander la sonde et puis quand je ferai ça, j'en profiterai pour changer la sonde. Quelques jours plus tard, je m'attaquais à cette vidange d'huile de transmission. Nous aborderons cette opération intéressante dans une autre vidéo. Et là encore, je vous recommande de vous abonner pour ne pas la rater. Pour l'heure, poursuivons l'examen de cette sonde de température. Bon, je vais profiter de la vidange de l'huile de transmission pour tester cette sonde de température d'huile, voir si elle fonctionne. Bon, je vais déjà voir s'il y a continuité entre la sonde et le combiné d'instruments. Alors, patte 11.
Ouais, c'est bon, il y a continuité. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rebrancher le combiné d'instruments, mettre le contact, m'assurer qu'il y a du 12 volts sur la sonde, et puis après chauffer la sonde pour voir si ça fait dévier l'aiguille sur le combiné d'instruments. Donc là j'ai toujours mon autre testeur qui est branché sur la sonde. Donc là je vais mettre le deuxième sur la masse. Et donc je vérifie bien que j'ai bien 12 volts qui arrivent sur ma sonde. Bon, ma batterie est un peu faible, mais c'est suffisant. Je profite qu'il n'y ait pas d'huile dans le tracto pour démonter la sonde et la tester d'abord seule, puis brancher sur le combiné d'instruments. Bon, voici mon montage pour tester la sonde de température d'huile de transmission. Donc là, la cosse rouge là est reliée au fil, enfin étant le fil normal de la sonde. Donc il part sous le tracteur pour s'accorder au fil de sonde. Et mon fil de masse eh bien, est branché directement à la masse de la batterie. Donc je vais mettre le contact et puis je vais chauffer la sonde et puis voir si mon galvanomètre bouge. Allez, contact. Ok. Ce que je peux faire déjà c'est m'assurer qu'il y a bien 12 volts aux bornes de la sonde. Non, vraiment non. J'ai un problème. Alors, est-ce que j'ai 12 volts? Ah non, mais là je suis peut-être en voltmètre, ça ira mieux. Ouais, j'ai bien 12 volts. Ok. Donc je vais commencer à chauffer, je vais voir si ça fait bouger l'aiguille. Bon, c'est dommage, j'aurais pu vous montrer que c'était monté à peu près la moitié du verre. Bon, alors cette sonde semble bien fonctionner. Alors pourquoi présente-t-elle une résistance infinie lorsqu'elle est montée sur le tracto? Eh bien voilà ma théorie. Revenons aux images initiales de la sonde. On remarque une sorte d'étanchéité autour du pas de vis. Est-ce que cette étanchéité n'empêcherait pas la mise à la masse de la sonde? Pas impossible. Alors une fois la vidange faite, je remonte la sonde en prenant soin d'éliminer toute trace de joint et je reprends mes tests. Bon, voilà ce que j'obtiens en température d'huile de transmission. Donc vous voyez l'aiguille a décollé, donc ça veut dire qu'a priori ça marche. Là je suis à peu près à 80 degrés sur l'extérieur de la sonde, donc à l'intérieur je ne sais pas trop, c'est 70 degrés, quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas exactement à quelle température fonctionne l'huile de transmission sur ce tracto. Normalement c'est quelque chose aux environs d'une centaine de degrés je suppose. Donc là ce que j'ai c'est pas déconnant quoi. Je pense que c'est, à mon avis ça fonctionne. Bon, voilà pour le cas de ces trois premières sondes. Il reste à traiter le cas des sondes qui permettent de détecter si les filtres hydrauliques et filtres à air sont bouchés, de la jauge à carburant et du système Return to Dig qui permet au chargeur de revenir au sol dans une position prédéfinie.
Et pour ça, je vais avoir besoin de vos éclairages, en particulier si vous possédez un 580F ou un G qui sont très similaires. Sonde de filtre hydraulique bouché. Pour l'instant, je ne l'ai pas regardé en détail. Tout ce que j'ai fait, c'est la recabler. Je verrai à l'usage si elle fonctionne ou pas. Sonde de filtre à air bouché. Alors là, je l'ai démonté, je l'ai regardé, j'ai trouvé des choses un peu surprenantes. J'ai l'impression que cette sonde, c'est pas la sonde d'origine. Donc si vous avez sur votre Tracto 580F ou G une sonde de filtre à air qui fonctionne, et que vous avez des photos, je suis preneur pour voir quelle tête a la vôtre. Et si vous avez une référence, c'est encore mieux. Enfin, j'ai la référence constructeur, mais j'ai l'impression que cette pièce ne se fait plus et qu'il faut chercher des pièces alternatives. Et là, pour l'instant, je sèche un peu. Donc si vous avez des infos à ce niveau-là, je suis preneur. Jauge à carburant. Donc là, il y a le réservoir. Et on peut discerner la jauge derrière cette canalisation d'hydraulique. Bon là, je ne vais pas réussir à vous la montrer comme ça. Je vais vous mettre une photo que ça soit plus clair. Enfin bref, elle est derrière au fond là. Alors la question, c'est que j'ai commencé à faire des tests de cette jauge et ils ne sont pas encourageants. Visiblement, elle est HS. Donc il va falloir que je réussisse à y accéder. Alors ce qui me fait un peu peur, c'est que sur la documentation, ils indiquent que pour démonter le réservoir, il faut retirer le moteur. Et franchement, j'ai pas envie de me lancer là-dedans pour l'instant tout au moins. Mais je me demandais s'il n'était pas possible d'enlever cette plaque là. Je vois qu'il y a des vis aux quatre coins. Donc une vis là, et puis la même chose de l'autre côté. Donc est-ce qu'il n'est pas possible d'enlever cette plaque pour accéder à la jauge de carburant? Donc si vous l'avez déjà fait, dites-le moi. Je suis preneur de toutes informations sur le sujet. Alors pour ce qui concerne le return to dig, vous voyez j'ai démonté le capteur qui était initialement positionné ici. Donc je me doute que ce capteur envoie ces informations par ce fil jusqu'au distributeur hydraulique du chargeur pour lui dire d'arrêter quand il est dans la bonne position. Ce que je ne comprends pas trop à ce stade, c'est comment est actionné ce capteur. Je vous le montre plus en détail. Vous voyez, c'est un capteur qui fonctionne avec une pression sur cette roue, je suppose. Mais qu'est-ce qui fait pression sur cette roue? Ça, j'en sais rien, je ne vois pas. Donc si vous avez un F ou un G dont le système de return to dig fonctionne, je suis preneur de toute information, images, vidéos, du truc en fonctionnement, pour comprendre comment je peux remonter ça. Donc si vous avez des infos sur ces sujets, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer vos explications, vos images, éventuellement même vos vidéos sur l'email de la chaîne, uneferme-dans-le-gers@gmail.com. Vous l'avez sur un des onglets YouTube. Par ailleurs, je vais essayer de vous mettre en partage les documents dont je dispose sur cette machine, donc le 580F. Si vous avez un G, c'est très similaire, donc ça peut également vous aider. Pour ma part, je vais continuer à rénover cette bestiole. Là, je suis un petit peu bloqué parce que j'attends des pièces pour attaquer la partie mécanique, des pièces qui tardent à arriver. Donc, par défaut, je continue sur l'électricité. C'est pas forcément prioritaire, mais au moins ça sera fait. Donc de toute manière, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par ce genre de rénovation. Et puis, bien à très bientôt.